L'hydroxychloroquine. 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 Il y a quelques jours, personne, ou presque, ne connaissait ce médicament, un dérivé de la chloroquine, vendu sous le nom de Plaquenil. Selon certains chercheurs, comme le professeur Didier Raoult, ce médicament, associé à un antibiotique, serait d'une redoutable efficacité contre le nouveau coronavirus. Il y a une espèce d'excitation, il faut trouver des médicaments nouveaux, il faut trouver des vaccins, Et donc vous leur dites, écoutez, vous voulez pas, juste la chloroquine, c'est pas compliqué, c'est pas cher, vous voulez pas prendre ça. Cette annonce a suscité un espoir immédiat chez certains. It would be a gift from God if that worked. It would be a big game changer. Alors que chez d'autres, cette nouvelle a provoqué une grande méfiance face à une étude qu'ils jugent incomplète. Un médicament comme ça, hors AMM, c'est-à-dire hors autorisation de mise sur le marché, en exposant les personnes qui le prennent à des complications, sans avoir vérifié des conditions d'utilisation de base de la chloroquine, je pense que c'est vraiment en dehors de toute démarche éthique. Alors, comment les médicaments sont-ils mis sur le marché ? Vous voyez tous ces médicaments dans cette pharmacie, près de Paris, il y en a plusieurs centaines référencés. Mais pour arriver sur ces rayonnages, ils ont dû montrer patte blanche. D'abord, il y a les essais précliniques et cliniques. Les premiers se font en laboratoire, in vitro et souvent sur des animaux. Le but est de tester la toxicité et la dangerosité du futur médicament, mais aussi de déterminer la dose maximum qu'il ne faudra jamais dépasser. Une fois que le concept est validé, il obtient l'autorisation d'être testé sur les humains, in vivo. Et ça se déroule en 3 phases. Lors de la phase 1, on va tester sa tolérance sur des volontaires sains. On va leur administrer le nouveau médicament en dose croissante, à la recherche de signes d'intolérance. Ce monsieur, c'est Bernard Bégaud. Il est expert en pharmacovigilance, c'est-à-dire qu'il est spécialiste dans la surveillance des effets des médicaments. On va monter les doses jusqu'à ce qu'apparaissent des signes digestifs, neurologiques, cardiaques, qui signifient que là, on a atteint une dose subtoxique ou toxique. Puis, on passe à la phase 2, pour tester l'efficacité du médicament. Là, des volontaires malades vont recevoir le traitement progressivement pour déterminer la dose nécessaire pour les guérir. On va effectivement administrer une dose qui est évidemment inférieure à celle qu'on a trouvée toxique, mais suffisante en fonction des études chez l'animal pour voir si on a bien un effet clinique, un effet thérapeutique. La phase 3 est ce qu'on appelle une étude randomisée, c'est-à-dire qu'on va mesurer l'impact de ce médicament. Pour ça, on divise les malades en groupes distincts. Des groupes répartis de façon aléatoire et représentative. À l'un des groupes, on prescrit le nouveau médicament et à un autre, on donne un placebo, c'est-à-dire un produit qui n'a pas de substance active. Ni les malades ni les évaluateurs ne savent à quel traitement ils ont à faire pour éviter que leur jugement soit biaisé. En comparant les résultats des 2 groupes, on peut voir les effets du médicament testé et déterminer le rapport bénéfice-risque. Alors évidemment, un paramètre fondamental, c'est la taille des groupes que l'on va comparer parce que cela conditionne évidemment la durée de l'essai, le coût, la complexité. Le paramètre principal, c'est l'efficacité attendue du médicament. Si celle-ci est très grande, ça fut le cas par exemple quand on a découvert la pénicilline, pratiquement tous les malades traités étaient guéris et ceux qui n'étaient pas mouraient. Là, on a besoin de très très peu de sujets. Pour des médicaments moins efficaces, il va falloir, pour arriver à montrer statistiquement la différence, il va falloir utiliser des centaines, voire des milliers de sujets. On prévoit toujours un peu plus grand, évidemment, pour se mettre à l'abri, mais des fois on se trompe et il peut arriver qu'un essai soit non conclusif par taille insuffisante. Une fois l'étude faite, elle est publiée dans des revues scientifiques de référence et présentée dans des congrès, un gage de sérieux, même si ce n'est pas obligatoire. Ensuite, on passe à la mise sur le marché du médicament. Après 1 ou 2 ans minimum, ou un peu plus rapidement s'il y a urgence sanitaire,
un dossier très complet est présenté aux autorités de mise sur le marché. En Europe, voilà comment ça se passe. Une entreprise qui lance un médicament contacte l'Agence européenne des médicaments. 2 pays qu'on appelle des rapporteurs, prenons par exemple l'Allemagne et l'Espagne, vont analyser son dossier. Ils vont vérifier que ce médicament respecte la réglementation en termes de sécurité, de qualité, son efficacité ou son dosage. C'est aussi à ce moment-là que la notice d'utilisation est écrite. Puis, ces 2 pays rapporteurs soumettent leurs conclusions à tous les autres pays de l'Union européenne, qui vont, à leur tour, pouvoir poser des questions. Après un vote où chaque pays a une voix, l'Agence européenne va décider à la majorité de la mise sur le marché ou non du médicament. En 2018, 84 avis positifs ont ainsi été rendus. En tout, cela peut prendre presque une dizaine d'années pour qu'un médicament arrive sur le marché. Et même lorsqu'il est vendu au grand public, il est toujours très surveillé et peut même parfois être retiré de la vente. On n'est pas sûr que ce que l'on a observé dans l'essai clinique s'applique totalement à la population qui va être traitée. D'où l'importance capitale de surveiller ce qui se passe après la mise sur le marché, alors à la fois l'utilisation, c'est-à-dire voilà, comment c'est utilisé, est-ce qu'il y a des gens qui utilisent des doses plus faibles, plus fortes, plus longtemps, moins longtemps, en association avec ceci ou cela, et puis également de surveiller l'apparition éventuelle d'effets secondaires, d'effets indésirables, et ça c'est le rôle de la pharmacovigilance. Alors tout ça, c'est dans le cas d'un nouveau médicament. Mais que se passe-t-il lorsqu'un médicament qui existe déjà pourrait être utilisé pour une nouvelle maladie? Eh bien, ce médicament doit repasser des essais cliniques pour cette nouvelle indication, et notamment la phase 3. Alors, quand il y a urgence sanitaire, cela peut aller vite. Tous les processus sont raccourcis. Mais cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter une méthodologie stricte. Et c'est ce qui est reproché au professeur Raoult. Pour certains chercheurs, cette étude n'a pas été réalisée de façon assez rigoureuse et précise pour valider ses conclusions. Par exemple, les 2 groupes tests n'étaient pas représentatifs et égaux. Les patients traités à l'hydroxychloroquine étaient notamment plus âgés que les patients du groupe témoin. Aussi, parmi les 20 patients traités, tous n'étaient pas au même état clinique de la maladie. 16,7% étaient asymptomatiques, 61,1% avaient des symptômes respiratoires forts et 22,2% faibles. Le problème, c'est que si tous les patients ne sont pas au même niveau de maladie, il est un peu difficile de comparer leur guérison. Et ces limites, l'un des auteurs de l'étude de cet essai clinique les a reconnues. Notre étude présente certaines limites, notamment la petite taille de l'échantillon, le suivi limité des résultats dans le temps et l'abandon de 6 patients. Mais dans le contexte actuel, nous pensons que nos résultats devraient être partagés avec la communauté scientifique. Même si ce médicament peut avoir des effets positifs, il faut quand même rester prudent. Notamment car ce n'est pas la première fois que la chloroquine est mise en avant pour lutter contre des épidémies. Depuis les années 60, elle a montré une efficacité contre de nombreux virus, mais toujours en laboratoire. Aucun essai sur les humains n'a été couronné de succès. Alors, en attendant les résultats des nombreux tests cliniques réalisés à travers le monde sur l'hydroxychloroquine, il est pour le moment très difficile de prescrire ce médicament les yeux fermés.